matin pour faire le point sur cette séquence électorale importante qui vient de s'achever avec les municipales. Je vous précise que ce webinaire qu'on appelle les brunchs radicaux, c'est une série de brunchs qu'on va reprendre, qu'on avait déjà mis en place il y a une grosse année, il y a 1 an et demi. On essaie de se tenir, de se donner un rythme une fois tous les 15 jours. Voilà, on reprend là le rythme. 1 heure pour réfléchir sur les sujets de la politique écologiste. Et ce temps est organisé par la tendance Radicalement Vôtre, donc qui réunit des militants écologistes au sein des écologistes. Et donc, on a choisi de démarrer une séquence sur les municipales. On démarre aujourd'hui avec les regards de candidates. Donc, on réunit aujourd'hui déjà au moins 3 candidates, mais peut-être que d'autres parmi vous ont aussi été candidates et je vous inviterai vraiment à participer et à nous faire part aussi de... Je vois déjà Cécile, donc je sais qu'il y a d'autres candidates et les candidats pourront aussi dire un mot sur les campagnes qu'ils et elles ont vécues. Et ça, c'est donc aujourd'hui. Ensuite, on fera un point sur les chiffres, vraiment un bilan un peu plus précis dans les semaines qui viennent. Ce sera soit samedi prochain, les brunchs radicaux, c'est toujours le samedi matin. En principe, 10h30, 11h30, mais aujourd'hui, c'était un peu plus pratique de faire 11h midi. Mais voilà, le samedi matin, on se donne 1 heure. Donc, ce bilan des municipales, voilà, chiffré, sérieux, avec une personne pour éclairer nos échanges, ce sera soit samedi prochain, mais plus probablement dans 15 jours, en tout cas un samedi qui vient, et on vous indiquera bien sûr avec une communication prochainement. Et puis après, il y a plein de sujets, juste pour vous allécher un petit peu, il y a le sujet de la sécurité sociale notamment, qui est un sujet qui nous tient à cœur, et donc on envisage une série sur cette question-là. Il y a beaucoup de propositions. Il y a une proposition sur l'intelligence artificielle avec aussi des participantes, des intervenantes. Enfin voilà, ça c'est pour vous donner envie et c'est les projets qu'on a jusqu'au mois de juin. Si vous avez envie de proposer des brunchs radicaux, vous savez qu'il y a un petit formulaire qui existe. Si vous avez besoin de ce formulaire, n'hésitez pas à me le demander, soit à moi ou alors d'ailleurs à Théo qui est ici présent et qui est on va dire co-responsable du pôle brunch radicaux, on va l'appeler comme ça, avec Frédéric qui est peut-être aussi présente ce matin et d'autres personnes. Voilà, on est une petite équipe à organiser ça. Voilà pour ce petit temps d'introduction. Si vous voulez rejoindre Radicalement Vôtre ou avoir plus d'informations sur le groupe qui est à l'initiative de ce temps-là, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que Théo a mis dans la conversation. On a un Linktree qui présente à la fois les différents brunchs radicaux qui ont été menés l'année dernière et dans les mois qui ont précédé. Vous dire aussi que ce brunch radical de ce matin sera enregistré et donc ça permet de l'écouter en podcast, le partager facilement, toujours grâce au même lien. N'hésitez pas à partager. L'idée, c'est pas de rester entre nous, entre radicaux, mais au contraire d'ouvrir et de faire nos propositions à d'autres au sein du parti et au-delà. Voilà, merci encore d'avoir répondu présent à l'appel. Et pour commencer, comme je sais que Myriam est un peu prise par le temps, je vais proposer à Myriam de partager l'expérience qu'elle a eue dans cette campagne au sein d'une équipe municipale citoyenne, écologiste citoyenne, qui s'appelle Dunkerque Citoyenne. Et ensuite, dans un second temps, on écoutera Anna, qui est élue, bravo Anna, à Paris, et donc qui se présentera plus précisément. Et puis, si vous en êtes d'accord, je pourrais également partager mon expérience, puisque j'ai moi-même été candidate à Bailleul, une ville de 15 000 habitants dans le Nord. Sans plus tarder, je laisse la parole à Myriam, on t'écoute. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Voilà, je suis de Dunkerque. Et alors Dunkerque, pour vous situer, donc au nord de la France, c'est une ville industrielle, donc où il y a pas mal d'installations de gigafactories. Et d'ailleurs, c'est dans le discours du maire, j'y reviendrai plus tard. Et il y a aussi un projet de 2 EPR, donc dans la région de Dunkerque. Bon, et d'autres industries, on a une vingtaine de sites Céveso sur le territoire. Alors, à Dunkerque, il y a le maire Patrice Vergrit qui a été réélu. Je vous situe le contexte. Il a été élu en 2014, puis en 2020.
Et à nouveau en 2026. En 2020, il y avait eu volonté déjà d'une liste citoyenne et d'un certain nombre d'écologistes cartés, dont je faisais partie, qui voulaient ne pas, ne pas partir avec Patrice Vergrit. Alors, à l'époque, il n'avait pas encore été ministre du gouvernement Macron, mais déjà, on sentait un discours proche des macronistes. À l'époque, on avait essayé d'impulser quelque chose et au niveau du groupe local, ils avaient voté massivement pour aller avec la liste de Patrice Vergrit en 2020. Euh, Là, en 2026, euh, au départ, c'est vrai que je faisais partie des gens qui ne souhaitaient pas partir avec Patrice Vergrit, bien sûr, mais effectivement, vu ce qui s'était passé en 2020, j'avais peu d'espoir qu'on puisse réaliser cette liste citoyenne. Et voilà, avec le groupe, avec les membres du groupe local ELLV de Flandre-Maritime. Mais là, il y a eu effectivement un vote qui a été en faveur d'une liste citoyenne. Et l'idée, là, ça a été de dire on ne part pas avec Patrice Vergrit, donc macroniste. Là, depuis, il avait été euh, ministre du Logement, puis ministre des Transports. Alors, un ministre avec très éphémère, mais néanmoins, il avait participé au gouvernement. Mais malgré cela, un certain nombre de membres du groupe local ont souhaité partir avec lui, hein. Donc, comme quoi, là, ça a été une première victoire pour nous, hein, un certain nombre, de dire, bon, là, cette fois-ci, il y a quelque chose d'autre qui peut se construire. Euh, En sachant qu'il n'y avait pas de liste autonome depuis très longtemps. Avant, les plus anciens s'en souviendront peut-être, il y avait Michel Delbar, maire de Dunkerque, mais disons que là, les écologistes, depuis les années 80, partaient au premier tour avec Michel Delbar, mais il y avait plus une expression quand même possible au sein de cette liste-là, avec Patrice Vergrit, on l'a vu en 2020. Les écologistes n'ont pas eu du tout, comme les autres, d'ailleurs, la particularité de Dunkerque, c'est que en 2020, Patrice Vergrit a rassemblé, ça allait des LR au PC, en passant par Génération, le PS, voilà, donc très très large. Donc, en 2020, les écologistes avaient fait partie voilà, de cet ensemble. Il y avait eu, après, je vous passe quelques détails, mais il y avait eu, du coup, après le départ des écologistes du conseil municipal. Là, en 2026, donc, il y avait une dynamique citoyenne qui se créait et donc, avec un rapprochement, avec notamment une tête de liste qui un militant de longue date, écolo de longue date, antinucléaire, très impliqué dans différents combats, dans une association Les Amis de la Terre, bon, voilà, et aussi président d'un groupe d'une fédération d'associations. Et là, il y a eu des discussions avec la France Insoumise. Les discussions ont tourné court parce que c'était, pour la France Insoumise, c'était eux la tête, sinon rien. Nous, on était plutôt à apporter notre soutien à des citoyens pour que ce soit des citoyens qui soient plutôt en tête de liste, hein, et dans les premières places. La France Insoumise a fait une liste à part. Au niveau des citoyens, donc il y avait déjà des personnes très impliquées,
Notamment, il y a une épicerie alternative, citoyenne, voilà. Donc, beaucoup de personnes qui sont déjà impliquées dans la vie sociale et dans la vie associative. Euh, Justement, Myriam, je me permets une petite question. Comment est-ce que c'est composé finalement cette liste citoyenne? Puisque, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un petit quart de personnes encartées, des personnes qui viennent d'associations? Oui, ça doit faire un petit quart, en sachant que alors le premier de la liste, c'est donc associatif, donc citoyen. La deuxième, alors, est une ancienne cartée LLV qui s'est éloignée du parti après un certain nombre voilà, d'événements, et donc qui est revenue là, qui n'a pas encore réadhéré à ELV. Euh, bon, voilà, elle est considérée sur le quota du parti, mais elle n'a pas encore réadhéré. Et D'accord. Donc, vous après, aviez des liens voilà. avec les associations pour vous permettre de fédérer, en fait. Oui, oui, oui. Là, il y a eu, en fait, dans la répartition, les personnes qui étaient cartées n'ont pas souhaité être dans les premiers de liste, dans les 15 premiers. Donc, voilà. Euh, Ça a été beaucoup de personnes qui ne sont pas dans un parti. Alors, il y a eu quelqu'un, alors plutôt insoumise, hein, qui était au nom de PEPS. Voilà, qui est quatrième sur la liste, très impliquée dans les assauts, puis qui, elle, n'a pas vraiment apprécié le comportement de la France insoumise dans cette municipale. Donc, elle ne s'est pas du tout revendiquée, elle, insoumise. Elle, D'accord. d'ailleurs, elle a, euh, elle a subi d'ailleurs les foudres des insoumis qui l'ont traitée de traître, voilà, parce qu'elle est partie sur notre liste. Voilà, donc il y a eu pas mal de gens de non cartés, dont c'était la première campagne. Euh, bon, après, nous, au niveau de la campagne, on a apporté les finances, hein, c'est le parti qui a apporté les finances. PEPS a apporté un tout petit peu. Les citoyens, vraiment, très, très, très peu. Alors, je vais avancer un petit peu. Au niveau du score, on a fait 7,11% et on a deux élus. Donc, on est satisfait. Bon, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais vu le contexte, et la LFI a fait 5,15% et a eu un élu. Il y a un vote RN, hein, dans les Hauts-de-France, on a un vote RN très, très fort, hein, et le vote RN est ils ont 5 élus, ça doit être une vingtaine de pourcents, je crois. Euh, euh, voilà, 21%. On a aussi un conseiller communautaire. Donc, en fait, c'est pas parce que c'est pas le premier de liste, parce que lui est agent territorial, donc de la CUD, de la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc, il ne pouvait pas siéger au conseil communautaire. Donc, c'est la deuxième de la liste qui y siège. Voilà. Et donc, là, on a eu déjà un conseil municipal et conseil communautaire. Là, clairement, et on le sait par ailleurs, pour le maire, en fait, le principal opposant, c'est pas le RN, c'est les écologistes. Sont les écologistes, et c'est dans son discours, il a clairement dit, hein, et donc, bon, voilà, ça peut être paradoxal, et ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait cette liste qui puisse émerger. Au mandat précédent, c'était surtout le RN, en fait, l'opposition à Dunkerque, et là, il y a du coup cette opposition est bien présente. Et d'ailleurs, il y a eu des commissions, et donc, euh,
les élus nous racontaient que, en fait, dans les commissions, personne ne parle. Au conseil municipal, personne ne parle. Là, les seules oppositions, effectivement, il y a le RN, hein, bien sûr, mais c'est nous qui sommes pour porter une autre voix. Le RN a 5 élus au conseil. Merci Myriam. Théo, tu voulais prendre la parole. C'est pour rebondir et aller un peu dans ce que nous, il nous intéressait d'avoir différents un peu de points de vue. Par rapport à Tête d'autres villes, j'ai l'impression que vous avez été du coup beaucoup plus sur une démarche citoyenne et un petit peu moins de parti. Et ça explique aussi que peut-être qu'une liste citoyenne fasse 7, qui est quand même pas mal dans des Tout villes à fait, où il tout y a à un fait. mec qui est très, très visible et tout. Tu vois, t'en retiens quoi en termes de méthode de campagne, de proposition? En fait, c'est quoi la petite plus-value que vous avez peut-être eu en ayant des citoyens? J'imagine qu'il y a quand Euh, même des manières de faire ou des propositions un peu différentes. Et je suis assez preneur c'est s'appuyer effectivement sur déjà aussi leur réseau associatif, hein, associatif ou non, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas dans des associations, c'est plutôt des collectifs. L'épicerie solidaire, les membres de l'épicerie solidaire a joué un grand rôle. Et on peut dire que dans cette campagne, on a mis en avant la démocratie. Euh, et ça a été un point sur lequel ils ont beaucoup insisté. Et nous, ça nous convenait tout à fait, bon, en sachant que Patrice Vergrit est très autoritaire. Euh, on a fait aussi une affiche avec, on a montré un collectif. En fait, on n'a pas mis il y avait la tête de liste sur l'affiche, mais en fait, on a fait un patchwork avec les différents candidats. Et on s'est inspiré d'une affiche qui avait été faite par Blois, à Blois, où il y avait un collectif sur l'affiche. Et nous, c'était vraiment important de montrer qu'il y avait cette dynamique collective. Et c'est un point sur lequel on a insisté. Merci Myriam. Pour continuer, je propose de donner la parole à Anna. Donc Anna, bravo pour ton élection et ta participation à cette campagne. Je vais te laisser nous dire comment tu as vécu cette campagne, comment ça s'est passé pour toi et pour l'équipe. Nous, on a bien sûr le regard de l'extérieur, on a tous pris des nouvelles aux infos nationales parce que voilà, c'est la capitale, donc on est beaucoup plus informés. Mais je te laisse la parole pour nous dire un petit peu comment toi tu as vécu cela. Ouais, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis nouvellement élue, donc adjointe au maire de Paris en charge de l'égalité, des droits humains, de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les LGBT-phobies et toutes les discriminations, mais également élue dans le 13e arrondissement, où je suis en charge de la vie étudiante. Du coup, pour vous parler un peu de la campagne, peut-être commencer par un petit topo un peu pour vous faire le point sur où on en était. Donc, c'était une campagne qui s'inscrivait dans un contexte assez particulier parce que la ville de Paris était à gauche depuis 2001 et de la Noé, donc on sortait vraiment de 25 ans de ville à gauche et on avait ce risque qui était non négligeable de volonté un peu de changement, de lassitude par rapport à cette gauche-là. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'a essayé de surfer Rachida Dati. Son slogan de campagne, c'était justement changer Paris. Donc elle a vraiment voulu jouer le rôle de la bonne personne pour représenter l'alternance. Par ailleurs, Anne Hidalgo, donc on sortait aussi de deux mandats d'Anne Hidalgo, qui était à la fois l'élue locale la plus connue de France, mais aussi la plus critiquée. Et donc c'était compliqué de savoir réellement ce qui relevait de vraies critiques faites par les Parisiens et Parisiennes et qui pouvaient du coup avoir des conséquences sur nous, ou ce qui relevait plus voilà,
de bulles médiatiques ou sur les réseaux sociaux. On a été beaucoup ciblé par des comptes de droite, voire d'extrême droite, comme Ça cache Paris, par exemple. Et c'est compliqué de savoir à quel point ces personnes ont vraiment une prise sur l'électorat ou si c'est vraiment juste un phénomène sur Twitter, quoi. Et la dernière chose qui ne facilitait pas nos affaires, c'était effectivement que bah, côté média, on avait quand même un vrai déficit d'attention comparativement à la droite et à l'extrême droite. Et ça, on l'a surtout vu avec Sarah Knafo, qui est un peu sortie de nulle part et que tout le monde a commencé à mettre sur un piédestal. Et ça, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, hein, qui montrent vraiment le traitement médiatique des différents candidats. Et c'est plus que visible que Rachida Dati a beaucoup plus a bénéficié d'un traitement beaucoup plus favorable que les différents candidats de gauche. Maintenant que ça c'est dit, nous du coup la campagne s'est un peu faite en deux phases parce qu'il y a eu toute la partie où nous on était en autonomie et seulement à partir de janvier la partie unitaire. Sur la partie en autonomie, on avait des bons sondages. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose dont on peut être fier. On a vraiment fait un bon travail. C'était les meilleurs sondages que les écolos aient jamais eu au même stade dans les différentes campagnes précédentes. Mais effectivement, les sondages donnaient quand même le total gauche au coude à coude avec la droite. Donc on a quand même fait ce choix donc de faire l'union avec les socialistes, les communistes, l'après et Place Publique dès le premier tour, ce qui était une première à Paris. On n'avait jamais fait ça auparavant. Et voilà, donc là je vous donne un peu le topo global. Peut-être pour parler de ce qui a fonctionné, je pense que ce qui a vraiment bien fonctionné, c'est on a vraiment essayé de faire cette campagne autour de trois axes. Le premier, c'est un peu l'hyper-proximité dont continue de beaucoup parler Emmanuel Grégoire. Donc c'est vraiment, on était constamment sur le terrain et de manière presque un peu militaire, quoi. Vraiment, on avait notre appli, on savait à quelle adresse il fallait aller toquer, il fallait bien renseigner qu'on avait bien toqué à la bonne adresse. Enfin, on a vraiment essayé de prendre une pratique militante qu'on avait déjà toutes et tous, le porte-à-porte, et de vraiment la rendre plus efficace que cela n'était jusque-là. Donc vraiment un gros axe sur le porte-à-porte et sur la présence vraiment terrain. Ensuite, il y a eu tout le travail de mobilisation des réseaux. Donc, ce qu'on faisait, c'était que au départ, c'était une fois par semaine, mais sur la fin de campagne, c'était quasiment tous les jours. On organisait des réunions publiques thématiques qui s'appelaient Parlons Paris. Donc, Parlons Paris, droits humains, Parlons Paris, antiracisme, Parlons Paris, végétalisation. Vraiment, on a couvert absolument toutes les thématiques. Et à ces événements-là, c'était un peu des réunions publiques, mais un peu hybrides, parce que c'était aussi un peu des sortes d'auditions des acteurs et actrices, puisqu'à chaque fois, on invitait les associations et la première chose qu'on leur disait, c'est bah, on est là pour vous écouter, donc vous, dites-nous ce que vous avez à nous dire, et puis nous, on va vous dire quelles sont les réponses auxquelles on a pensé, mais c'était aussi un peu des endroits pour challenger ces idées-là. Ça a bien fonctionné. On a eu des très bons retours des associations qui, du coup, se sont aussi en fait senties intégrées au processus de réflexion et de construction du projet. Et la dernière chose, c'est bah, aussi quand même la présence sur les réseaux sociaux. C'est compliqué là de savoir déjà quelle a vraiment été l'influence de ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que comparativement aux années précédentes, il y a vraiment eu une volonté de professionnaliser aussi notre présence sur les réseaux sociaux, d'avoir du contenu beaucoup plus qualitatif. Et quand je dis qualitatif, c'est même dans la production, quoi, d'avoir de belles images, des choses qui soient agréables à voir. Et voilà, c'est compliqué de vraiment connaître l'impact de ça, mais on a envie de croire que ça a aussi beaucoup joué, ou du moins que ça a permis de mieux connaître notre candidat, donc Emmanuel Grégoire, et aussi les colistiers. Donc il y a eu un vrai travail qui a été fait autour de ça. Euh, Maintenant, peut-être pour aller aussi sur
Sur ce qui nous a aussi favorisé, évidemment, on avait un projet qui a été très travaillé, qui a été budgété. Aujourd'hui, on a travaillé avec les associations, mais on a aussi bénéficié du rejet fort de Rachida Dati. Ça, on va pas se le cacher. Rachida Dati, qui est une personnalité qui est quand même assez clivante, qui, par ailleurs, a sur la fin de la campagne, décidé en fait même si c'était pas une union affichée, a quand même appelé à une union assez large de la droite, qui incluait plus ou moins l'extrême droite. Elle a reçu le soutien de plusieurs cadres du Rassemblement national. Donc voilà, je pense que là, ce qui s'est passé, c'est aussi que, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une hausse de la participation enfin, au second tour. Donc il y a aussi eu vraiment une forme de sursaut et de barrage qui s'est fait contre Rachida Dati et cette première expérimentation en fait de l'Union des droites qu'elle a essayé de faire. Donc certes, nous, on avait voilà, un projet qui était solide, voilà, une belle communication et puis des candidats qui voilà, étaient sur le terrain. Mais il ne faut pas non plus nier que ce qui nous a aussi favorisé et permis d'avoir le score qu'on a fait, c'est aussi le fait que Rachida Dati ait tenté du coup cette union des droites qui par ailleurs était mal ficelée et ça c'est peut-être si on devait faire aussi un petit bilan pour nous-mêmes, ce que ça prouve aussi c'est que ça fonctionne pas de juste sortir des unions de nulle part. Là l'union de la droite qu'elle a tenté, bon bah c'était avec un Bournazel qui a passé toute la campagne à lui taper dessus et à dire à qui voulait l'entendre qu'il la détestait. Donc évidemment que ça pouvait pas fonctionner. Donc c'est aussi une leçon pour nous et sur une union de la gauche qu'on veut mener en 2027, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille le truc et que ce soit solide, quoi. Parce qu'on ne peut pas passer tout notre temps à se détester, à se taper dessus, et puis du jour au lendemain dire ah bah non, en fait on s'adore et tout va bien. Et enfin, c'est pas tant qu'on ne peut pas le faire, c'est que c'est pas suivi et pas compris derrière. Et voilà. Euh, Ouais, là, qu'est-ce- j'ai une petite question sur les campagnes parce que tu étais aussi du coup candidate dans le 13e arrondissement. Dans le 13e arrondissement, on a pas mal de militantes et de militantes radicalement vôtres. Et je voulais savoir si, en termes de propositions ou de place dans la campagne ou de manière de faire campagne, si vous avez pu quand même faire vivre un peu cette ligne de radicalité, d'écoféminisme, d'intersectionnalité, etc. C'est assez particulier le 13e parce que du coup on a un maire, enfin, on est parti d'ailleurs le maire sortant, qui est du coup un maire qui est très bien installé. Et bon, c'est pas simple d'arriver et de dire ah bah nous on a plein de nouvelles idées, on va tout changer parce que de fait ils ont une méthode qui fonctionnait. On l'a vu. Une fois de plus là, vu qu'on a été élu dès le premier tour, on est le seul arrondissement de gauche à être passé dès le premier tour. Mais il faut quand même dire qu'on nous a fait une belle place dans la campagne. On était beaucoup de nouveaux nouvelles, d'être beaucoup de jeunes en tout cas. Et il y avait vraiment une volonté de laisser la place à toute cette bonne énergie-là. Sur la partie vraiment programmatique, ça s'est joué au moment où on a fait vraiment au tout début de l'union. Donc en fait, où on a un peu fusionné nos projets. Du coup, nous, on avait déjà commencé à faire un projet avant avec les écolos et du coup, on l'a un peu fusionné avec ceux que les socialistes avaient fait. Donc là, on a effectivement pu pousser quelques idées. Maintenant. Ouais, je pense que c'est pas la même chose de partir avec un maire sortant aussi bien établi qu'avec une candidature nouvelle où là tout est beaucoup plus à construire quoi. Mais franchement là on a quand même réussi. Enfin, j'ai pas compté, mais là dans la nouvelle équipe municipale, il y a vraiment énormément de jeunes, énormément de personnes racisées, énormément de personnes qui sont bien à gauche quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Et au global, les élus sortants qui sont là sont aussi dans une dynamique vraiment de transmission, ce qui est vraiment chouette et qu'on peut quand même apprécier parce que c'est pas toujours le cas. On sait que parfois c'est beaucoup plus compliqué
pour les jeunes aussi voilà, de commencer des mandats. Là, c'est très bienveillant. On a mis en place des sortes de systèmes de marrainage, parrainage. Donc, ouais, tout est fait pour que ça se passe au mieux, quoi. Ok. Merci Anna. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Théo? Ouais, c'était aussi parce que du coup, et après j'ai vu qu'Eliott a levé la main. C'est que du coup, t'as été élu. Est-ce que tu peux nous dire à quoi tu as été élu, puisque pour teaser un peu, tu es adjoint, et bah, nous dire un peu comment tu vis l'arrivée. Il y a eu j'imagine, plein de trucs très positifs, mais aussi un petit peu négatifs. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que je pense que c'est politiquement intéressant, vu ton profil, que tu nous en parles. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas tout dit encore. Donc, déjà pendant la campagne, au moment où j'ai annoncé que j'étais candidate, j'ai subi beaucoup de harcèlement raciste et sexiste. Bon, à ce moment-là, je me suis pas plus arrêtée que ça dessus parce que, enfin, ma première réaction en voyant ça, c'était de me dire, ah bon, ok, une fois de plus, parce que voilà, c'était pas la première fois que je subissais ce type de commentaires en ligne, parce que avant ça, j'ai été secrétaire nationale des jeunes écologistes et voilà, bah, c'était pas rare que quand j'intervenais sur certains sujets un peu clivants, on va dire, je reçois ce type de commentaires. Donc ça m'a pas tout de suite heurtée, mais il s'avère qu'au moment où j'ai découvert ces commentaires-là, j'étais avec un ami qui, lui, pour le coup, n'est pas du tout dans le milieu politique, et lui était vraiment particulièrement choqué par ça. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est peut-être qu'il y a un truc quand même, et peut-être que... Et ça m'a beaucoup fait réfléchir au fait que au coût de l'engagement militant et au fait que c'est vrai que quand on est une personne racisée, femme ou jeune ou tout en même temps, c'est vrai qu'il y a un vrai coût qui n'est pas simple et qui est de un peu devoir se former sa petite carapace pour être beaucoup, enfin, ouais, se désensibiliser à ça. Donc il y a eu cet épisode-là pendant la campagne et ensuite, suite à ma nomination donc, en tant qu'adjointe au maire de Paris, là, ça, nouvelle vague de cyberharcèlement, mais qui là a été beaucoup plus violente, qui a quand même pris une autre ampleur puisque voilà, ça a été vraiment mené par des gros comptes d'extrême droite sur Twitter, ça a été repris par le JDD, etc. J'ai même eu un article de F de souche, enfin vraiment c'était complètement délirant. Et là encore, bah, les ressorts de ça, c'était vraiment complètement raciste, sexiste, je me suis fait traiter de bonobo, de tout ce que vous voulez. Et là, c'était quand même un peu plus compliqué à ignorer, disons, parce que bah, ça a quand même pris pas mal d'ampleur sur différents réseaux sociaux. Même mes parents, ma famille l'ont vu, alors que c'est pas des gens qui sont particulièrement sur les réseaux, quoi. Mais je dois dire que ouais, c'était difficile, mais j'ai quand même vu que j'étais pas la seule hein, dans ce moment-là, c'était exactement au même moment qu'absolument tous les autres élus racisés se prenaient des tempêtes. J'ai quand même plutôt su prendre un peu de hauteur là-dessus. Et en fait, ce que ça dit, tout ça, c'est surtout que c'est vraiment deux choses. C'est d'une part un peu une volonté de nous remettre à notre place, quoi, de se dire, bah, en fait, c'est pas normal que vous soyez là et de nous le faire comprendre. Et dans le discours qui était tenu par ces personnes, c'était vraiment ça, c'était de questionner notre légitimité, questionner tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit pas, tout ce qu'on porte. Moi, on a beaucoup critiqué mes vêtements. Donc voilà, c'était vraiment essayer de nous faire douter de nous-mêmes quelque part et à travers nous aussi, de quelque part aussi, dire à tous les autres, toutes les autres personnes qui pourraient nous ressembler, ben en fait, vous n'avez pas votre place ici, quoi. Donc c'est aussi un peu un phénomène d'intimidation que de dire, bah voilà, toi, personne racisée qui voudrait prendre la parole, bah, sache que tu es tout à fait illégitime de le faire, donc ne t'engage pas dans les assos, ne t'engage pas dans les syndicats, ne t'engage pas dans les partis, n'essaye même pas de devenir élu, tu n'auras pas ta place là. Donc je pense que c'est important et je suis contente de voir qu'il y a eu une vraie réaction collective face à ça, que les personnes concernées ne se soient pas laissées intimider déjà, mais aussi de voir que au global, il y a quand même eu une belle réaction de solidarité. Et d'ailleurs,
à la manifestation qu'il y a eu à Saint-Denis le week-end dernier. Il y avait énormément de monde. Il y avait voilà, tous les partis de gauche étaient là, et pas que d'ailleurs, je crois. Donc c'est plutôt positif sur ce que ça dit de notre capacité à réagir encore, à encore être un peu indigné par ça. Mais bon, ne soyons pas naïfs, on sait que ça va continuer. Là, on s'approche de 2027. Voilà, on sait qu'on sera particulièrement scruté, que nos moindres faits et gestes seront décortiqués. Donc, j'ose espérer que la solidarité qu'on a su avoir avant, on continuera de l'avoir, parce qu'on en aura besoin plus que jamais à l'approche des élections présidentielles. Merci Anna. Merci à vous. Et juste pour préciser, donc du coup, bah, ton ciblage, il a intervenu quelques semaines après celui du Maître Saint-Denis, et ce ciblage-là a ciblé à peu près tous les adjoints et adjointes noirs, notamment au Conseil ouais, au Conseil de Paris. Donc il y a vraiment eu une levée de l'extrême droite, presque une levée de bouclier contre les nouveaux élus et particulièrement les personnes noires. C'était pour préciser. Ouais, et Yann rappelait en commentaire que Zoé était aussi victime de cyberharcèlement et donc on peut vous envoyer à vous toutes et tous de la force parce que on est derrière vous et on est vraiment content que vous soyez élus et aussi que vous puissiez montrer que l'image de la diversité de la France c'est vous et que vous avez toute votre légitimité pour nous représenter. Donc, merci de tenir bon, même si j'entends que parfois ça peut être difficile, particulièrement si ta famille est amenée à lire les messages ou des choses comme ça. Mais voilà, bravo et force à toi et à vous. J'ai vu que Elliot et Michael souhaitaient prendre la parole. N'hésitez pas à prendre la parole et je voudrais aussi assurer la parité des participations. Donc, mesdames, mesdemoiselles et aussi messieurs, mais pas seulement messieurs, vous êtes invités à participer. Voilà. Donc, je vais laisser Elliot qui avait levé la main prendre la parole. Et puis après, je me glisserai entre deux et je laisserai Michael poser la question après. Je vous parlerai aussi un petit peu de Bayeul après la question d'Eliott. Ouais, si je dis pas de bêtises, si on veut Troisième respecter fois. la fermeture éclair, la fermeture éclair, je crois qu'il y a Sandrine qui veut poser une question. Ah, super, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait une parole féminine. Ouais, bonjour, merci à tous et toutes pour vos témoignages là. Moi, c'est une question un peu pour Anna. Moi, j'ai un peu mal vécu, je le dis, l'entre-deux tours à Paris. C'est-à-dire que j'ai un peu mal vécu ce qui s'est passé. Et en fait, ça passe pas chez moi. C'est-à-dire que l'espèce de mépris qu'il y a eu pour LFI me semblait être un mépris, et je le pose comme ça, bourgeois. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de l'incapacité à entendre l'électorat de LFI et à préférer celui de Bournazel, qui était plus centriste, plus conforme au code bourgeois et tout ça. Je sais combien Chikirou, ça n'a pas été, enfin, ça a pas été facile. Je sais qu'elle a même été insultante. Enfin, tout ça, je le sais. Mais quand même, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été posé dans la parole, et particulièrement écologiste, sur l'importance et la valeur qu'avait le vote LFI, quand bien même il n'y avait pas de fusion de liste. Et du coup, je voulais te demander comment ça s'était passé là-dessus dans l'entre-deux tours. Ouais, je suis d'accord, l'entre-deux tours a été hyper dur, y compris au sein du coup des instances écolos qui géraient la campagne, quoi. Parce que c'est un secret pour personne que la ligne, enfin le mandat qu'avaient donné les adhérents adhérentes, c'était de faire l'union la plus large possible. Et, euh, et voilà, c'était pas la ligne, en tout cas que nous on portait, que de fermer la porte de cette manière-là à LFI. Donc il y a eu différents temps et discussions de campagne autour d'Emmanuel Grégoire notamment, où c'était surtout David Béliard qui essayait de porter notre parole. Mais bon, on a très vite compris que l'option de faire avec LFI n'existait pas et n'allait pas être réouverte. Et donc, à partir de là, la question c'était, sachant ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que
le demande quand même, sachant que ça peut risquer de fragiliser la campagne au global, d'avoir une voix dissonante et surtout entretenir un espoir qui, quelque part, on sait qu'il n'a pas vraiment de raison d'être parce qu'on sait que ça n'arrivera pas. Est-ce que on ne dit absolument rien, mais du coup, ça donne l'impression qu'on est complètement OK? Est-ce que on essaie de trouver un entre-deux? Et du coup, c'est plutôt cette stratégie d'entre-deux qui a essayé d'être trouvée. Notamment les écolos Paris ont fait un communiqué, voilà. Mais c'est sûr que c'était pas satisfaisant. Et, et c'est très frustrant parce que bah, là, on a pour le coup vraiment été bah, mis aussi face à la réalité de ce que c'est que de faire l'union, quoi. C'est qu'effectivement, on a beau effectivement avoir le débat, dire ce qu'on en pense, bah, c'est quand même pas nous qui avons la décision finale. Donc là, bon, il s'avère que le résultat nous a... Enfin voilà, la ville n'a pas basculé à droite, donc tant mieux. Mais c'est sûr que le risque qu'on a pris était énorme. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose dont il faudra aussi qu'on arrive à discuter, à faire le bilan de comment est-ce que, quand on fait des unions, on arrive à quand même avoir un peu plus de prise. Parce que c'est sûr que là, ça a été très dur. Ça a été très dur aussi en interne parce que tout le monde se sentait, enfin, aussi enfin, ça dépendait aussi beaucoup des situations locales, mais quand tu es militant du 18e, bah forcément, ça t'insécurise aussi énormément. Là où quand tu es militant du 9e, bah, au contraire, tu te dis qu'il faut surtout pas faire avec les filles. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Donc, ouais, moi, j'avoue que cet entre-deux-tours a été très dur aussi, notamment parce que bah, moi, j'étais tout à fait pour faire avec les filles, que bah, par ailleurs, même dans mon entourage, j'étais majoritairement avec des gens qui étaient pour aussi cette option-là. Et c'est vrai que c'était très compliqué de réussir à expliquer le pourquoi. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment... je sais pas m'expliquer ce choix ferme des socialistes. J'imagine que c'est lié à leur propre tension interne avec une aile droite, si je peux le dire comme ça, qui est quand même assez importante. Mais j'avoue que je ne sais pas comment s'est tenu le débat chez eux. Donc je ne saurais pas expliquer pourquoi le nom a été aussi ferme dès le départ. Maintenant, ouais, non, j'avoue, je ne saurais pas m'expliquer. Pardon, Elliot, je te donnais la parole, mais mon micro étant coupé, tu n'as pas entendu. Pas de souci. Moi, j'avais une petite question pour Anna. Déjà, merci pour ton intervention et ton témoignage aussi par rapport aux choses que tu as vécues dans cette campagne. Ma question portait sur des sujets de forme. Tu as parlé d'une professionnalisation à plusieurs égards de la campagne, par exemple en mentionnant les réseaux sociaux ou l'application. Je suppose que pour l'application par rapport au porte-à-porte, vous êtes passé par l'application Écolo. On en a fait de même à Lyon pour tout ce qui était, euh, comment on appelle ça, phoning. Donc voilà. Et je voulais savoir comment est-ce que vous avez réussi à, du coup, décliner sur Paris cette professionnalisation dans les arrondissements? Est-ce que ça a bien marché? Voilà, je sais que par exemple, auprès de David Béliard, on avait Clément Favaron. Voilà, c'était ma question. Ouais, alors effectivement, autant tu fais bien de poser cette question sur la question des arrondissements. Parce que effectivement sur Paris, du coup, il y avait une équipe de campagne qui était quand même assez énorme, avec justement un gros pôle communication, et c'était vraiment eux qui géraient tout, mais c'était, quand je dis que c'était millimétré, c'est-à-dire que enfin, pour avoir fait quelques déplacements avec Emmanuel Grégoire, tu vois, dès qu'on allait dans un arrondissement, on avait déjà le script à l'avance, on avait une personne qui nous lisait ligne par ligne ce qu'on devait dire dans la vidéo, enfin, c'était vraiment...
C'était vraiment ultra carré. Chaque truc était pensé, quoi. Chaque angle de prise de vue était pensé. Donc vraiment, il y avait toute une team communication qui était vraiment là pour s'assurer que tout était hyper clean pour le candidat, du coup. En arrondissement, c'était un peu différent. Alors évidemment, il y avait la déclinaison des éléments de communication qui avaient été créés au niveau central pour les arrondissements, ce qui du coup a quand même aidé à avoir aussi un côté uni et enfin un truc très uniformisé qui était sympathique. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y avait pas les mêmes moyens pour tout ce qui était filmé, etc. Alors comme il y avait quand même un pool de personnes qui étaient bénévoles et qui savaient faire, qui pouvaient aussi se déplacer et qui venaient filer des coups de main. Donc ça a aidé aussi quand même au global les arrondissements à quand même avoir une com ouais, qui soit aussi léchée, etc. Mais ça, c'était plus aussi à chaque arrondissement si vraiment il souhaitait avoir l'extra step de le prendre sur son budget de campagne d'arrondissement. Il y a des personnes qui ont fait ce choix-là de vraiment aussi avoir des gens, des prestations externes, par exemple, pour leur faire des vidéos, etc. Donc là, ça dépendait plus de l'arrondissement et un peu aussi de quelle était la stratégie du ou de la candidate. Typiquement, dans le 13e, nous, le candidat, du coup le maire sortant, bon, bah, sachant qu'il avait déjà une notoriété établie, lui, il a pas axé le budget de campagne ni sur les meetings, ni sur la communication. Lui, vraiment, le truc, c'était on va en porte-à-porte et il venait en porte-à-porte avec nous, il restait en pied d'immeuble. Donc, nous, on toquait aux portes et puis on disait aux gens qui pouvaient aller le voir et les gens étaient très contents de le voir. Donc, c'était aussi une autre manière de faire. Ça dépend vraiment du candidat, quoi. Merci Anna. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il y a que Michael qui demande à prendre la parole. Alors pour respecter c'est un peu dur, hein, Michael, mais pour respecter la fermeture éclair, je te donnerai la parole après, si tu veux bien, sauf s'il y a des prises de parole féminines qui s'intercalent. Et donc, bah, tu pourras poser ta question, bien sûr, voilà, après ma prise de parole. Donc, je vais vous dire en 5-10 minutes, là, un petit peu ce qui s'est passé dans ma petite ville de Bailleul, qu'a priori, vous êtes peu à connaître. C'est une ville qui se trouve en Flandre intérieure, pas très loin de Lille, une ville de 15 000 habitants, dans laquelle j'étais conseillère municipale depuis à peu près 2022. Et puisque j'ai été élue en cours de mandat suite à des démissions. Et donc, ben forcément, l'idée, c'était de relancer une nouvelle dynamique. J'ai une petite notoriété politique parce que j'ai été candidate 2 fois aux élections législatives. Donc, les gens m'ont vu sur les affiches. Je suis pas forcément très très connue à Bailleul, mais donc l'idée d'être tête de liste, à un moment, j'étais partante pour ça. Et puis finalement, bon, on a une force militante écologiste extrêmement réduite à Bailleul. Et donc, j'avais forcément besoin du soutien du Parti socialiste et les socialistes n'étaient pas très, très favorables à ma candidature. Au final, on s'est tourné vers une autre tête de liste qui est donc un homme que j'estime beaucoup, hein, qui est plutôt sympathisant LFI. Il était militant au parti Ensemble, alors pas le Ensemble majoritaire, mais Ensemble, le parti de Clémentine Autain. C'est quelqu'un avec qui je partage pas mal de valeurs, avec qui je m'entends bien. Mais bon, c'est vrai que les socialistes avaient quand même une place assez importante. Et autant je vais vous parler de la campagne qui pour moi s'est bien passée, hein, les militants, tout ça, on s'entendait bien. Autant au niveau de l'organisation de la liste, les prises de décision plus politiques, c'était vraiment difficile. Et en fait, là où je pensais être deuxième de liste, je me suis retrouvée en fait sixième parce qu'il y avait beaucoup de femmes, enfin 3 femmes en fait, on va dire, qui avaient envie de prendre des responsabilités, une femme issue de la société civile, une femme issue du Parti socialiste et moi-même. Et donc, bah, c'est là que la question de la démocratie interne est très très importante, même dans les listes municipales où voilà, on a l'impression qu'on va s'organiser facilement dans les petites villes, bah, pas du tout, parce que c'est la tête de liste avec qui pourtant je m'entendais bien, hein, mais qui a pris la décision pour le bien de la liste. Hein, enfin, c'est comme ça que lui le défend, hein, de mettre donc d'abord la personne société civile, ensuite le PS qui était quand même très présent. Et donc, moi, j'étais seulement la troisième femme, ce qui fait que j'arrive sixième sur la liste, qui est très loin. En réalité, bon, alors si on avait été élu, ça allait.
Sauf que, en fait, je trouvais qu'on avait fait une bonne campagne. En fait, on s'est planté puisqu'on a à peine atteint une petite vingtaine de pourcents, ce qui est vraiment pas assez, même pour le deuxième tour. Et en réalité, il n'y a même pas eu de deuxième tour. Donc maintenant, je vais vous raconter un petit peu comment s'est passée la campagne. Donc il y avait trois équipes, hein. Il y avait donc l'union de la gauche, il y avait toute la gauche réunie dans notre équipe. Alors LFI, c'est vrai qu'on n'a jamais mis en avant les partis politiques parce que ça nous semblait pas très porteur dans notre ville. On n'a pas dit que notre tête de liste était LFI. Enfin voilà, de toute façon, c'est des revendications qui s'effacent un petit peu actuellement. Enfin, en tout cas, par les gens de la liste, c'est pas des choses qu'ils revendiquaient ou qu'ils souhaitaient eux-mêmes mettre en avant. C'est plus une question de sensibilité, puis une question de partage de valeurs. Pareil, le Parti socialiste, on avait décidé tout de suite d'effacer la couleur rose, et puis donc du coup, logiquement, l'écologie s'est effacée un petit peu et vraiment trop à mon goût. Même si au niveau de l'écriture du programme, on avait de très très belles propositions écologistes, et en particulier les questions de l'alimentation, sécurité sociale alimentaire en lien avec l'agglomération. On voulait créer une régie agricole. Enfin, on avait vraiment un très beau programme au niveau défense de la biodiversité, de l'alimentation et aussi de la solidarité. Les valeurs sociales là-dessus étaient vraiment partagées. Bah, le problème, c'est que le programme ne suffit pas et qu'on a beau avoir un très très beau programme, il faut le faire passer. Et donc, on a fait beaucoup beaucoup de porte-à-porte. Finalement, comme à Paris, on a eu des très belles séances de porte-à-porte. Le porte-à-porte se passait bien, ce qui donnait aussi l'impression que en fait, bah, ça allait, comme c'est une belle campagne. Et en fait, moi, je croyais vraiment qu'on allait peut-être pas gagner au premier tour, mais je pensais qu'au second tour, on allait pouvoir renverser le centre droit, parce qu'en fait, on avait en face, parce que je vous disais qu'on avait trois équipes, donc nous, je nous ai présenté, il y avait un peu une équipe sortante, mais plus ou moins, parce qu'en fait, le maire sortant ne se représentait pas. Donc, il y avait quelques personnes de l'équipe sortante qui étaient candidates, mais vraiment pas dans le haut de la vague. Enfin, vraiment, moi, je pensais vraiment qu'ils seraient troisième. En réalité, ils ont été deuxième. Et donc, la troisième liste, c'est notre maire actuel. Alors nous, on a un grand carnaval à Bailleul et on a un docteur qui soigne les cuites, donc qui soigne les gueules de bois le lendemain de carnaval. Il s'appelle le docteur Piccolissimo et c'est donc notre nouveau maire, le docteur Piccolissimo, donc qui avait une très très forte notoriété à Bailleul et une notoriété qui n'était pas du tout liée à la politique. Et en fait, bah, ça a plu. Il s'est mis en route très tôt, il y a plus d'un an, et donc il a constitué une équipe. Alors il a travaillé son côté sérieux. Malgré tout, son affiche, c'était quand même presque une affiche de carnaval, hein, très colorée, mais finalement pas de programme. Hein. Son programme phare pour Bailleul, c'est de rétablir le tourne à droite pour les voitures sur la Grand Place, parce que vraiment les embouteillages sur la Grand Place, c'est embêtant. Enfin, voilà, donc c'est d'effacer la place du vélo pour remettre un peu plus de voitures. Voilà, c'est pas du tout un programme qui vend du rêve. Bon, dans son équipe, j'ai quand même nuancé ce que je dis. Il y a des gens de valeur, des gens que je connais bien et des gens avec qui, d'ailleurs, j'étais candidate en 2020. Des gens qui étaient sur notre liste en 2020. Donc, pour dire que voilà, il y a quand même des gens de sensibilité très diverses. Il y a des gens de droite, il y a quelqu'un qui est encarté chez LR, une seule personne. Sinon, c'est des gens qui ont des sensibilités politiques très variées, plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt mélangées. Bon, notre tête de liste, c'est quand même clairement plutôt quelqu'un, enfin, je dis notre nouveau maire, du coup, maintenant, vraiment plutôt quelqu'un de droite. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et au final, voilà, moi j'ai vraiment pensé que notre campagne allait permettre au second tour de retourner dans le sérieux et en réalité écrire un programme de quatre pages très sérieux, peu illustré, bah ça passe pas quoi. Il faut vraiment vraiment travailler la communication politique. On le sait, mais bon, on se dit toujours que le sérieux en face d'un clown, hein, parce que bon, sans l'insulter, notre maire, il a joué le rôle de clown pendant des années au carnaval. C'était vraiment, il était apprécié et très populaire pour ça. Bah, finalement, ça marche très très bien, quoi. Et au final, c'est la notoriété. Donc c'est quand même, ça laisse un peu un goût amer parce que le sérieux et les 3 ans de 3-4 ans de mandat que j'ai derrière moi, bah, au final, voilà, ça tombe un petit peu. J'ai l'impression là, que le travail n'est pas forcément reconnu, alors que la campagne était très belle. Mais voilà en quelques mots. Je ne vais pas en dire forcément plus parce qu'il nous reste peu de temps avant la fin de ce temps. J'ai vu qu'il y avait donc deux mains levées. Je tiens à donner la parole
à Michael, à Sandrine, et puis on va clore notre rendez-vous. Je sais également qu'il y a j'ai oublié son nom, il y a une personne c'est Bettina, je pense, qui souhaite avoir plus d'informations sur notre collectif Radicalement Vôtre, et donc on en dira quelques mots pour finir. Michael, si vous pouvez avoir des interventions brèves, s'il vous plaît. Je sais pas si vous m'en- On t'entend un petit peu, Michael? Allô? Vous m'entendez? Oui, ça coupe un petit peu, Ouais. mais ça... Ah là là, j'ai un problème. Vous m'entendez? Oui, ça va, vas-y. Vas-y, Ben, on t'entend pas là. Bon, du coup, je vais laisser la parole à Sandrine. Ouais, coucou, merci pour ton retour, Émilie. Moi, il y a un truc dans ce que tu as dit qui m'interpelle parce que j'ai ressenti l'exact sentiment inverse au moment de la dissolution en 2024. C'est la question du porte-à-porte et des retours qu'on a dans le porte-à-porte ou dans le tractage, où en fait, ce sont des illusions. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'ont pas forcément les réactions qui disent le vote derrière. Alors, Anna a eu un témoignage différent tout à l'heure, et tant mieux. Mais moi, ce que j'avais vécu en 2024 au moment des législatives, si je croyais ce qui se passait sur les marchés, et d'ailleurs Anna pourra en témoigner parce qu'elle tractait avec moi à l'époque, on aurait, enfin, tout le monde nous insultait et à la fin, si on suivait ça, on faisait 12%, quoi. Et pourtant, je suis passée au premier tour. Donc en fait, il y a vraiment un truc, et ça, je pense que chez les écolos, c'est un gros, gros, gros problème, c'est qu'on se fie beaucoup trop, on fait beaucoup trop confiance à une forme de ressenti lié au porte-à-porte et au tractage qui ne sont pas la réalité du terrain. Et du coup, la question, c'est un peu à tous les candidats, comment vous pensez qu'on peut dépasser ça et avoir une analyse un peu moins biaisée? Et bravo pour ta campagne et bravo pour ton travail, Émilie, parce que même si on perd des élections, c'est la démocratie, ça ne veut pas dire que le travail n'a pas existé et qu'il n'a pas été de qualité. Merci. Non, mais en fait, j'ai le même sentiment que toi, c'est-à-dire que le porte-à-porte était trompeur. Alors moi, j'ai passé une très belle campagne, hein. Le porte-à-porte était très sympathique, des gens vraiment contents de nous voir. Et au final, bon, bah, ça se ressent pas dans les urnes non plus. Donc, c'est le sentiment inverse. Mais au final, toujours la même idée, c'est que le porte-à-porte, bon, c'est pas un indicateur du vote. Michael, est-ce que tu veux essayer de prendre la parole? Ouais, là, c'est peut-être mieux. Oui, on t'entend très bien. Ok, super. Donc, j'ai essayé de faire vite, hein, et merci pour cette organisation et aux invités. Euh, Question également pour Anna. Je suis de Paris, pour préciser, Vent plus précisément dans les Hauts-de-Seine. Pour la mandature, lors de la mandature 2020-2026, entre le PS, Paris en commun, et les écolos, ça n'avait pas été toujours très simple, notamment au début du mandat, avec l'affaire, entre guillemets, Christophe Girard. Et, euh, et ensuite, donc la question que je me posais, c'était comment et quand la candidature d'union avec le PS a-t-elle été envisagée, préparée? Et la question qui accompagne celle-ci, j'avais été surpris par le tweet d'Alice Coffin, qui faisait partie de l'équipe 2020-2026, en disant qu'elle allait voter Chikirou et qu'elle déplorait le manque d'activistes. Et moi, je me demandais, est-ce que pour Anna, il y a eu une forme, le terme sera peut-être fort, hein, mais une forme de domestication, entre guillemets, du PS à l'égard des autres partenaires et plus précisément les écologistes. Et autre question, ça fait beaucoup, j'avoue. Comment dans l'équipe, vous avez vécu la surexposition de Dati et CNAFO, même si on a vu un visuel de Libé montrant qu'il y avait une corrélation pas forcément positive entre la surexposition et les résultats électoraux? Merci. Ouais, alors, juste pour revenir sur le truc du porte-à-porte, je suis d'accord que je trouve que les retours dans ce qui est action type marché, enfin tractage, métro, etc., ça je trouve qu'effectivement c'est très compliqué de savoir trop quoi en penser et je suis d'accord, les marchés en 2024 c'était terrible et depuis j'en ai plus, d'ailleurs j'en ai plus fait parce que je trouvais que c'était juste hyper violent pour rien. Maintenant, je trouve qu'en porte-à-porte, c'est un peu différent, mais aussi parce que justement, dans le truc de professionnalisation dont je vous parlais,
Et là, on avait quasiment un guide de porte-à-porte et on nous disait, vous ne quittez pas la porte si vous ne savez pas euh, pour qui la personne compte voter. On nous disait même d'essayer de savoir pour qui elle avait voté avant, pour essayer d'avoir un peu des données. Bon, ça, c'était pas toujours possible de le faire. Mais il y avait un truc aussi un peu où on faisait un peu du forcing devant la porte des gens, quoi. Donc, c'était un peu plus précis que juste tendre le truc et avoir un bon feeling, quoi. Ensuite, sur la question de l'union, en fait, nous, du coup, le mandat du coup des adhérents parisiens, parisiennes, c'était justement de faire l'union la plus large possible. Et c'était pas, enfin, on ne disait pas si ça devait être derrière nous ou nous derrière d'autres. Du coup, ce qu'on a fait dès septembre, c'est qu'on a vraiment discuté avec tout le monde. On a vu absolument tous les partis de gauche. Donc, on a eu des discussions avec les communistes, avec Génération, l'Après, les socialistes, etc. Donc, on avait déjà commencé un peu à avoir ces bases de discussion. On savait déjà un peu quels projets les uns et les unes et les autres voulaient porter et quelles étaient leurs priorités, etc. Et ça a vraiment, enfin voilà, on a commencé en septembre et ça a vraiment mis jusqu'à janvier pour que ce qui soit acté, ce soit effectivement de faire ensemble et derrière les socialistes. C'était une des options, mais pas la seule. Quand on a fait un conseil politique départemental en janvier où on a présenté plusieurs options du coup aux adhérents adhérentes et c'est là qu'il y a eu un vote qui a choisi l'option d'aller derrière les socialistes. Mais il y avait aussi l'option par exemple de faire d'abord avec l'après et puis ensuite de voir. Enfin voilà. Voilà. Sur le sujet d'Alice Coffin. Bah, du coup, ça s'est joué surtout bah, en fait, en interne du coup, des écologistes, du coup, au moment de la constitution de la liste. Où, et c'est là que ça pose aussi la question des ouvertures. En fait, enfin, la liste a d'abord été constituée et ensuite, enfin, en bloquant, entre guillemets, des places pour les personnes d'ouverture. Sauf que du coup, c'est arrivé que dans un second temps et elle, par exemple, bah, la place qui lui a été proposée ne lui convenait pas. Et du coup, bah, de fait, il n'y avait plus vraiment de moyen de changer la chose. Donc ça peut être quelque chose à réfléchir effectivement pour une fois prochaine, de peut-être intégrer la discussion avec les ouvertures beaucoup plus tôt, pour pas qu'ils aient un peu l'impression d'être des pièces rapportées, quoi. Du coup, je comprends qu'elle ait pu mal vivre ce moment-là. Mais du coup, ça s'est vraiment joué en interne des écologistes. Pour le coup, c'était pas, enfin, le Parti socialiste n'avait pas de prise sur notre liste. Sur la question de dire qu'il n'y a plus d'activistes, bah, forcément, je suis pas d'accord parce qu'on a réussi à avoir des personnes très chouettes. Là, tout de suite, je pense à Rania Kissi, par exemple, qui est engagée sur la question, notamment de la protection de l'enfance. Donc, ouais, je trouve que c'est pas très juste de dire que, en gros, la liste elle est toute pourrie et que tout le monde est nul, parce que je trouve qu'il y avait quand même des gens bien là-dedans. Mais bon, je comprends évidemment que la manière dont les choses ont été faites n'ait pas été satisfaisante et que elle en soit pas contente et voilà, je remets pas du tout en question ça. Mais voilà, je trouve quand même qu'elle a eu des mots assez durs, surtout pas juste vis-à-vis de militants et militantes qui aussi. Enfin, on a beaucoup de renouvellement, quoi. Il y a beaucoup de nouveaux, de jeunes, de gens qui viennent de plein d'endroits différents, de militances différentes. Et je trouve que voilà, les jeter un peu comme ça sous le bus, c'était pas hyper cool. Voilà. Merci Anna et merci d'avoir défendu cette liste. Et merci à tout le monde pour vos participations. On a déjà débordé l'heure, donc je vais simplement laisser l'occasion à Bettina de changer un petit peu de sujet puisque tu voulais nous parler du collectif. Et puis voilà, on pourra bien sûr continuer nos échanges sur les questions des municipales à un autre moment. Bettina, dis-nous quelque Merci chose. beaucoup. Merci, c'était super intéressant. Non, c'était ouais, bah, comme transition de fin, justement, peut-être pour moi, en fait, je me questionne sur le collectif, le mouvement radicalement vôtre, comment il est accueilli chez le groupe des écologistes, comment ça se passe en fait, et quelle est l'ambition justement de ces réunions hebdomadaires, enfin, est-ce qu'il y a une idée de faire pression sur certaines thématiques, etc. Enfin, voilà, c'était juste pour refaire un point sur les mois à venir et qu'est-ce qui va se passer. Voilà, mais merci beaucoup en tout cas. Merci Bettina pour ta question. Donc, on est un mouvement au sein des écologistes. Donc, l'objectif, c'est aussi de
d'influer sur la politique des écologistes de notre parti parce que on n'est pas satisfait quand même de pas mal de choses qui s'y passent et donc on défend nos valeurs écoféministes en ce moment particulièrement avec l'affaire Bayou qui est ressortie. C'est toujours, on le voit, des sujets qui sont à défendre et on a toujours besoin, même si on a on devrait tous défendre ces mêmes valeurs-là. On le voit, en fait, on a besoin de personnes plus engagées et de personnes radicales. C'est pour ça que c'est très important qu'on soit représenté dans toutes les instances. Et donc là, il va y avoir des congrès régionaux qui vont intervenir. Donc, on incite tous les militants du parti et les militants de Radicalement Vôtre à prendre toute leur place militante dans le parti. Et puis, on est représenté au Conseil fédéral. Bientôt, les élections aussi de la présidence du Conseil fédéral, ça va avoir lieu au mois d'avril, à la fin du mois. Et donc, oui, notre ambition, c'est d'être présent et d'être une voix qui porte chez les écologistes pour que la politique de notre parti soit vraiment conforme à nos valeurs et à ce qu'on a envie de défendre et à ce qu'on défend aussi dans les brunchs, puisque l'objectif des brunchs, c'est vraiment de partager ce qui nous anime dans notre militantisme aussi auprès des autres. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot. Euh, L'idée aussi, du coup, c'est vraiment de porter une ligne radicale de l'écologie et nous, on souffre un petit peu parfois d'un manque de radicalité de notre ligne globale des écologistes. Et à un moment où est en train de se construire le débat et les programmes et les récits pour les présidentielles et législatives qui suivront, on pense que c'est important que la radicalité soit très présente. Et puis le dernier truc, c'est qu'on a aussi, on est très très attaché à l'union. Et les municipales, elles ont quand même montré que quand les unions sont construites trop tard, malheureusement, ça, c'est un peu juste et parfois ça passe pas. Par contre, quand elles sont construites très en amont, elles peuvent créer des dynamiques qui peuvent être gagnantes et voilà. Il y a la question, donc les brunchs radicaux, c'est pour avoir aussi un espace pour les gens, et de mémoire, toi, Bettina, tu n'étais pas adhérente, donc c'était un espace pour d'échange avec des gens qui sont pas adhérents et puis il faut qu'on approfondisse justement la question des non-adhérents pour avoir d'autres espaces aussi. Tout ça est un peu en construction. Et voilà. Et du coup, pour le prochain brunch radical, on vous redonnera la date. Ce sera soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Et ce sera l'idée d'avoir un bilan des municipales, mais un peu plus global. Là, on voulait zoomer sur des témoignages de campagnes particuliers. Là, c'est d'avoir un peu un bilan global, puisque quand même pour les écologistes, il y a une petite déception avec pas mal de villes perdues, enfin l'essentiel des villes perdues. Donc voilà, avoir un peu une analyse de ça et avoir un discours politique sur ça, qui soit du coup à la fois interne et externe, puisqu'il y a des militants, des écologistes, mais il y a aussi des gens extérieurs qui participent. Merci, c'est l'heure de se quitter. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, on se revoit très vite sur nos prochains brunchs. Donc, comme Théo l'a dit, soit la semaine prochaine, la semaine d'après. On a aussi déjà une date au mois de juin. On vous redonnera ça sur l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres thématiques qui rejoignent nos valeurs. À très bientôt.